S'il ne fallait retenir qu'un événement qui a marqué l'année 2024, eh bien tout passionné de sport choisirait sans aucun doute les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Il faut dire qu'ils ont été un grand moment de sport, un grand moment de cohésion, mais aussi un grand moment de rayonnement pour la culture et surtout la langue française. C'est peut-être elle finalement l'invitée à laquelle on ne prête pas forcément attention, mais pour autant non moins essentielle à la réussite d'un tel événement, la francophonie sportive. Et en octobre 2024, Daniel Zieliński, délégué ministériel à la francophonie au ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, avait confié lors d'une interview, je cite, « Nous devions répondre à une grande demande d'apprentissage du français à l'occasion des Jeux Olympiques 2024. » Il faut dire qu'avec 320 millions de locuteurs sur les 5 continents, la langue française se porte très bien dans le monde. Elle a gagné plus de 22 millions de locuteurs en 4 années et en 2050, elle pourrait même en compter plus de 650 millions, grâce notamment à l'Afrique. Mais la francophonie sportive est bien plus qu'une simple histoire d'amitié entre sport et linguistique. Vecteur d'échanges interculturels, moteur de développement socio-économique, outil diplomatique voire géopolitique, la francophonie sportive donne un autre visage au sport. Et pour parler de la richesse de cette francophonie sportive, mais aussi de son écosystème, de son organisation, nous accueillons aujourd'hui Ali Kanaté. Ancien pongiste international originaire de Côte d'Ivoire et aujourd'hui président de la Confédération internationale des unions sportives francophones et de la francophonie pongiste internationale, vous allez nous apporter un regard éclairant sur cette francophonie sportive, sur ses enjeux, notamment en Afrique, mais aussi sur votre parcours pour celles et ceux qui souhaiteraient également devenir des acteurs de la francophonie sportive. Ali Kanaté, bonjour et merci d'avoir accepté de participer à ce podcast. Bonjour, avec grand plaisir. Alors je vais vous laisser quelques minutes pour vous présenter à nos auditeurs votre fonction actuelle et la place que vous occupez aujourd'hui dans la francophonie sportive. Très bien, comme vous l'avez dit, donc je suis Kanaté Ali, originaire de la Côte d'Ivoire, ancien pongiste de haut niveau en tennis de table. Donc j'ai participé à plusieurs compétitions internationales, notamment des championnats du monde. Et là, aujourd'hui, je suis président de la francophonie pongiste internationale qui regroupe les pays francophones et les fédérations francophones de tennis de table. Et j'ai été élu en janvier 2024 président de la confédération qui rassemble l'ensemble des unions sportives francophones et en tennis de table et en tennis et en lutte. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation très claire qui montre que vous avez une expertise dans le domaine de la francophonie sportive. Et justement, on va maintenant entrer directement dans le sujet avec une question un peu générale pour commencer. Cela peut paraître surprenant de lier le sport et la langue française. Alors comment expliqueriez-vous ce lien entre les deux ? Alors, le sport est un véritable moyen pour que les personnes se retrouvent. Le sport, comme on le sait tous, est un vecteur d'insertion sociale. Et en dehors du sport, nous avons la francophonie. Nous avons, avec les pays francophones, une langue que nous partageons, qui est quand même un lien pour moi, qui est extrêmement fort et important. Et la francophonie, la langue française, c'est aussi des valeurs, des façons de faire. Et donc, lier le sport à la francophonie permet justement aux populations de se retrouver, de communiquer et de travailler. Donc, c'est une très, très bonne chose. Et donc, dans ce duo que forme la francophonie sportive entre le sport et la langue française, finalement, qui se met au service de qui ? Comment la francophonie sert-elle le sport et inversement, comment le sport peut-il valoriser la francophonie ? Oui, tout à fait. Donc, je pense que le sport se met au service de la francophonie, comme la francophonie se met au service du sport. Parce que le sport est un moyen justement de promouvoir la langue française, de promouvoir justement les valeurs de la francophonie. Et la francophonie est un moyen de se retrouver avec les personnes avec qui on partage la même langue et d'être beaucoup plus efficace dans nos actions. Et justement, tout à l'heure, en introduction, on parlait de l'engouement autour des Jeux Olympiques de 2024 et comme quoi elles pouvaient être un tremplin pour la francophonie sportive.
Est-ce que vous avez observé un essor, un regain d'intérêt pour la francophonie sportive, certes au moment des Jeux Olympiques, mais aussi avant, depuis quelques années? Et comment vous pourriez expliquer cet essor? Oui, en effet, donc les Jeux Olympiques de Paris 2024 ont vraiment été un accélérateur du développement de la francophonie sportive parce que ces Jeux Olympiques se passaient dans un pays, francophone. Le gouvernement français a nommé justement, vous l'avez dit lors de votre introduction, Daniel Zelensky, qui est le délégué ministériel à la francophonie sportive. Donc, le français, la francophonie avait une place importante dans l'organisation de ces jeux. Nous avions des disciplines comme le surf habituellement où tout était communiqué en anglais. Nous avons eu des évolutions et il y avait aussi de la communication en français. Voilà, et c'était pareil aussi pour le tennis de table et d'autres disciplines. Et à travers ces Jeux Olympiques de Paris 2024, nous avons pu rassembler les acteurs de la francophonie sportive, que ce soit les fédérations, que ce soit les institutions qui ont un intérêt pour la francophonie et nous sommes regroupés. Parce que le constat que je fais moi est que la francophonie est quand même un espace très dynamique, mais malheureusement les actions sont faites de façon dispersée. Et donc, à travers ces Jeux Olympiques, on a réussi justement à se rassembler, à faire des actions de façon commune. Nous avons mis récemment en place un tournoi destiné aux jeunes francophones. En partenariat avec Daniel Zelensky, justement, nous avons des séminaires qui sont mis en place. Et donc, je trouve, oui, que la francophonie sportive évolue dans le bon sens et j'espère justement qu'on va pouvoir maintenir cette dynamique. Vous parliez tout à l'heure de la solidarité, des valeurs permises par la francophonie sportive. Et on sait que le sport a une fonction sociale très importante. Il permet le développement socio-économique, l'émancipation de certaines populations. Comment le fait de partager une langue commune entre plusieurs pays, ici le français, peut-il renforcer le sport comme un outil de développement ? Oui, en effet, parce que le fait, d'abord le sport, hein, avant tout, c'est aussi aujourd'hui, c'est aussi des affaires. Hein. Le sport représente 2% du PIB mondial contre 0,5% en Afrique. Donc le fait justement de pouvoir collaborer avec des pays francophones, des communautés francophones avec qui on partage bien sûr la même langue ou les mêmes valeurs. Pour moi, permet justement à ce qu'on soit beaucoup plus efficace. Ça nous évite justement d'être dispersés et de concentrer notre énergie sur une communauté. Voilà, donc il y a la communauté francophone. Et donc à travers ça, je pense que si les pays francophones arrivent justement à se mettre ensemble, à travailler ensemble, cela justement pourra avoir un impact sur l'émancipation, sur le développement économique de ces pays et rendre encore davantage les pays francophones encore plus forts. Alors on va maintenant aborder un autre aspect de la francophonie sportive, celui de la médiatisation des sports par cette francophonie. Et je rappelle que vous êtes président de la francophonie pongiste internationale. Et cet été, on a pu constater un regain de médiatisation du tennis de table, un sport qui était quand même peu médiatisé, notamment avec les frères Lebrun en France. Comment la francophonie sportive peut-elle participer à la médiatisation d'un sport ? Comment une organisation comme la vôtre, par exemple, va chercher à capitaliser sur la langue, les échanges entre pays francophones, pour valoriser un sport qui jusque-là était peut-être peu médiatisé ? C'est très intéressant ce que vous dites. C'est vrai qu'en effet, nous avons eu une explosion grâce aux résultats justement des frères Lebrun en ce qui concerne le tennis de table. Et on voit que cela, bien sûr, impacte les clubs d'abord en France, les clubs français, et il y a quand même une évolution en termes de nombre de licenciés. Nous, on profite en fait justement de cet engouement autour des francophones, parce que les Lebrun, ce sont des francophones, pour pouvoir positionner le maximum de francophones dans les instances internationales. Nous avons la Fédération française de tennis de table qui est devenue, depuis le résultat des Lebrun, beaucoup plus dynamique, qui organise des compétitions
internationales importantes, comme les WTT, qui permet justement d'accueillir en France, sur un territoire francophone, les meilleurs joueurs de tennis de table. Et donc, bien évidemment, on profite de cela pour se positionner, pour mettre le maximum de francophones dans les instances, pour pouvoir négocier justement, vu que la France devient une nation forte de tennis de table, pour pouvoir négocier avec les dirigeants de la fédération internationale, pour que le maximum de francophones puissent bénéficier justement de cet engouement. Donc nous avons par exemple obtenu justement les formations d'arbitrage qui étaient uniquement en anglais. Aujourd'hui, nous avons aussi des parties en français et c'est grâce justement à ces résultats, à la position justement que la Fédération française a aujourd'hui à travers les frères Lebrun. Et j'aimerais rebondir sur l'essor de la francophonie sportive dont on a parlé juste avant. Et à ce propos, en janvier 2023 a été créée la Confédération internationale des unions sportives francophones. Pourquoi avoir décidé de franchir une nouvelle étape dans l'institutionnalisation de la francophonie sportive ? Pourquoi est-ce nécessaire aujourd'hui de coordonner davantage les actions des différentes fédérations au sein de l'écosystème sportif francophone ? Oui, tout à fait. Comme je l'ai dit dès le début, et que la francophonie, pour moi, est un espace dynamique. En tout cas, la francophonie sportive. Mais malheureusement, les actions sont faites de façon dispersée. Et donc, nous avions organisé en 2023 dans la ville d'Espalion. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour remercier le maire Éric Picard, qui est un maire dynamique et qui a un intérêt pour la francophonie. Donc nous sommes regroupés, nous avons réfléchi en disant bon, qu'est-ce que nous pouvons faire pour développer davantage la francophonie sportive. Et nous avons décidé tous ensemble de pouvoir créer une fêtière qui va justement chapeauter toutes les institutions liées à la francophonie sportive. Donc c'est pour cette raison que nous avons créé la Confédération internationale des unions francophones qui permet justement à la francophonie sportive d'être beaucoup plus impactante et qui nous permet de mener pas mal d'actions. Depuis la création de la francophonie sportive, nous avons mené plusieurs actions auprès des collectivités territoriales, auprès des fédérations nationales, auprès des clubs, des actions de formation, des actions de fabrication artisanale de matériel pour rendre autonome certaines populations francophones. Alors justement, comment une organisation comme la vôtre, par exemple, parvient-elle à identifier les nouvelles opportunités, les nouvelles dynamiques au sein de l'écosystème sportif francophone ? Oui, parce que en fait, cette confédération regroupe l'ensemble des acteurs. Donc, bien évidemment, elle est beaucoup plus puissante, beaucoup plus importante et beaucoup plus considérée par d'éventuels partenaires. Donc, elle a une place importante. Et les personnes, justement, qui travaillent pour cette confédération viennent, en fait, de plusieurs secteurs d'activité, de plusieurs fédérations. Donc, le mélange justement de ces personnes, les échanges font qu'on arrive à identifier les besoins des populations pour pouvoir développer la francophonie sportive. Mais c'est surtout que nous avons mis en place une stratégie de travailler avec les collectivités territoriales. Parce que notre rôle avant tout est de développer le sport dans l'espace francophone et qui de mieux que les collectivités territoriales qui sont proches justement des populations pour nous aider à identifier les besoins et pour nous accompagner dans la mise en œuvre de nos actions pour être beaucoup plus impactants. Voilà. Alors ça, ce travail avec les collectivités locales dont vous venez de parler, c'est ce que votre confédération internationale appelle la coopération décentralisée. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu en quoi ça consiste concrètement et surtout pourquoi un tel choix de méthode ? Oui, en effet. Donc, une fois que nous avons mis en place notre stratégie, nous avons justement essayé d'identifier les dispositifs qui nous permettraient justement de pouvoir avoir suffisamment de moyens financiers pour pouvoir mettre en place nos actions. Et donc, le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères a mis en place un appel à projet justement dénommé Sport et coopération décentralisée qui vise à soutenir l'engagement des collectivités territoriales en matière de sport.
Voilà, donc nous accompagnons justement à travers ces dispositifs, ces collectivités territoriales, parce que nous sommes les opérationnels, nous connaissons le sport. Et voilà, et donc nous avons commencé cette première action en janvier 2023. Et aujourd'hui, nous essayons de toucher, nous avons, depuis la mise en place des actions, nous avons touché plus d'une dizaine de collectivités dans plus de 10 pays. Et nous allons continuer. Nous avons bientôt d'ailleurs une délégation qui partira au Canada pour pouvoir mettre en place des actions autour du judo et du volley. Et c'est une stratégie qui marche bien parce que ça nous permet d'être beaucoup plus près des populations. Et justement, j'ai un exemple d'action mise en place par la Confédération internationale des unions sportives francophones. Et cette action a été mise en place dans la ville de Pikine, au Sénégal. Et elle consistait à former les dirigeants autour de la méthodologie du projet événementiel, mais aussi à la francophonie sportive et à son écosystème. Pourquoi y a-t-il ce besoin de former à la francophonie sportive et à son écosystème ? Est-ce qu'il y a des particularités, des enjeux à maîtriser qui expliquent un besoin de formation aujourd'hui à la francophonie sportive ? Tout à fait. Parce qu'en effet, il faut le dire, il faut être transparent là-dessus, et que le monde sportif est dominé par les anglo-saxons. Parce que ils sont beaucoup plus formés que les francophones. Ils organisent beaucoup plus d'événements internationaux que les francophones. Mais il faut le dire, depuis ces dernières années, les pays francophones, en tout cas, ont compris l'importance du sport. Et donc, nous avons eu les Jeux Olympiques 2024 à Paris. Nous allons avoir bientôt les championnats du monde de cyclisme au Rwanda. Nous aurons en 2026 les Jeux Olympiques de la jeunesse à Dakar, au Sénégal. Et donc, nous avons de plus en plus d'événements sportifs dans des pays francophones. Mais il faudrait aussi que ces francophones puissent avoir justement la formation nécessaire pour pouvoir mettre en place ces événements-là. Et à travers ces événements, ils peuvent aller quand même chercher des opportunités, des sponsoring, du travail, etc. Et donc, nous avons estimé justement former les francophones sur cette thématique. Voilà. Et c'est vraiment un besoin. Donc, nous avons mis en place une série de formations que nous allons continuer jusqu'aux Jeux Olympiques de Dakar. Donc, vous observez bien une demande de formation à la francophonie sportive qui est de plus en plus importante. Oui, tout à fait. Surtout autour de l'événement, parce que nous avons de plus en plus de fédérations et de pays francophones qui sont aujourd'hui intéressés pour accueillir en fait des événements sportifs. Et notre rôle, c'est justement de les former pour qu'ils puissent avoir les capacités nécessaires pour organiser dans de bonnes conditions ces événements. Et d'ailleurs, nous organisons aussi des événements avec ces fédérations francophones. Nous l'avons fait dernièrement à Abidjan, en décembre 2024, où nous avons organisé avec la Fédération internationale de tennis de table et la Fédération ivoirienne de tennis de table, un championnat francophone des jeunes. Et ça a été un succès. Et donc, nous avons impliqué justement les membres de la fédération pour qu'ils puissent voir comment on organise une telle compétition internationale. Alors maintenant, on va parler de la géopolitique du sport, de l'aspect plus géopolitique de la francophonie sportive. Quand on observe la situation géopolitique sur le continent africain, où les puissances occidentales font le jeu des influences, quand on voit la portée du sport comme outil de soft power, est-ce que la francophonie sportive peut-elle justement être un outil diplomatique au-delà du développement à l'échelle socio-économique, par exemple ? Oui, en effet, parce que la francophonie sportive, d'abord, parce que moi, je vois bien, parfois, nous avons mis en place des actions dans des pays, justement, parce que où la langue française, parce que dans l'idée, en fait, de cette population, est que la langue française, la francophonie, appartient
aux Français. Et donc, quand on vient mener une action dans ces pays en disant nous venons au nom de la francophonie, au nom de la francophonie sportive, nous sentons en fait que nous sommes pas forcément les bienvenus, mais quand on rajoute le sport en plus de la francophonie, là, nous sentons que les populations, justement, sont très intéressées par les actions qu'on met en place. Ce qui veut dire que le sport n'a pas de barrière. Le sport, quelle que soit justement la ligne politique des uns et des autres, au sport, tout le monde se regroupe. Donc nous, justement, on veut profiter du sport pour pouvoir rassembler les populations. Et donc, on utilise le sport pour faire aussi de la diplomatie, pour véhiculer justement les bonnes paroles, pour que la francophonie soit simplement solidaire. Donc ça, c'est plutôt à l'échelle locale. Est-ce que à l'échelle nationale, entre les pays, mais aussi à l'échelle continentale, là, par exemple, est-ce que la francophonie sportive, à cette échelle-là, peut aussi être un outil diplomatique? Oui, je pense, parce que Daniel Zelensky, qui est justement le délégué ministériel à la francophonie sportive de la France, justement, fait de la diplomatie sportive, hein. D'ailleurs, nous avons un ambassadeur du sport ici en France qui a été nommé et qui s'appelle Samuel du Croquet. Donc, qui fait de la diplomatie à travers le sport, parce que c'est beaucoup plus simple de pouvoir négocier, beaucoup plus simple de pouvoir échanger avec les autres autour justement de la pratique sportive, et c'est quelque chose qui fonctionne bien à mon sens. Et j'aimerais aussi revenir sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure qui est très intéressant, le fait que justement la francophonie sportive puisse promouvoir certaines valeurs comme la solidarité. Et quand on regarde aujourd'hui les événements sportifs, on voit qu'ils offrent bien plus que du sport. Ils intègrent des aspects culturels, ils offrent du lien social, du lien intercommunautaire. Comment on peut utiliser la francophonie sportive, à la fois le sport et une langue commune partagée, pour intégrer des aspects plus culturels à un événement sportif? C'est une bonne question, parce que c'est vrai que l'OIF, qui est justement l'organisation politique de la francophonie, donc qui est vraiment au-dessus de tous les acteurs, toutes les institutions liées à la francophonie, organise tous les 4 ans ce qu'on appelle les Jeux de la francophonie. Donc c'est le seul événement qui lie en fait des événements sportifs et culturels. Voilà, donc c'est quelque chose qui fonctionne. Donc pour nous, la francophonie, pour nous, acteurs de la Confédération, c'est quelque chose de très important de pouvoir allier en fait la culture et le sport. Donc c'est ce qu'on essaie de faire un peu dans tous les pays, mais c'est vrai que nous avons encore besoin de développer cette thématique davantage. Et donc là, on vient de faire un peu le tour de la francophonie sportive et on voit la richesse des lectures possibles de cette francophonie sportive, notamment avec soit un aspect plus développement socio-économique, un aspect plus culturel, un aspect plus géopolitique. Est-ce que la francophonie sportive est un secteur qui est ouvert à une pluralité de profils? Par pluralité de profils, j'entends des personnes qui souhaiteraient travailler dans la francophonie sportive, mais qui auraient des lectures différentes de celle-ci et des aspirations différentes par rapport à celle-ci. Par exemple, certains qui seraient plus intéressés par l'aspect géopolitique, d'autres par l'aspect de développement socio-économique. Est-ce que la francophonie sportive a besoin de regrouper cette pluralité de profils et d'aspirations? Oui, en effet, vous avez très bien résumé, hein, parce que on sait aujourd'hui que le sport touche en plusieurs domaines, hein, parce que comme je le disais tantôt, le sport c'est aussi de l'emploi, le sport c'est aussi l'émancipation, le sport c'est aussi de la formation, le sport c'est aussi de la diplomatie. Donc justement, il faudrait pouvoir rassembler toutes ces couches, en tout cas de profession, toutes ces personnes-là, pour pouvoir justement répondre à l'ensemble des besoins que je viens de citer. Donc oui, en effet, il est très important, et dans le recrutement dans nos recrutements, etc., nous prenons en compte ces différents aspects.
Et justement, votre réponse nous permet de faire le lien entre le thème de la francophonie sportive et votre parcours sur lequel on va maintenant revenir un peu plus en détail. Donc je rappelle que vous avez été pongiste de haut niveau et votre parcours après carrière sportive est justement très marqué par les relations internationales, par le sport, par la francophonie sportive. Pourquoi ce choix ? Oui, parce que quand j'étais sportif de haut niveau, j'ai beaucoup voyagé, ce qui m'a permis d'avoir quand même une ouverture, voilà, une ouverture du monde, voilà, tout simplement. Et je pense que la coopération internationale est quelque chose de très important. Parce que, encore une fois, ça permet aux populations de pouvoir se fréquenter. Et donc, j'ai pu être vice-président de la Fédération ivoirienne de tennis de table en charge des relations internationales. Donc, mon rôle, c'était tout simplement de défendre les intérêts de la fédération au niveau international et d'obtenir justement des événements, des opportunités pour la fédération. Donc, je pense que oui, ce choix vient justement de mon parcours de sportif de haut niveau qui m'a permis justement de découvrir plusieurs pays, des populations. Donc, voilà. Et justement, c'est très intéressant parce que vous parlez de ce quotidien de voyage, de cette habitude à l'ouverture à d'autres pays, à d'autres cultures. Et justement, est-ce qu'il faut, pour travailler dans la francophonie sportive ou dans les relations internationales par le sport en général, est-ce qu'il faut une façon particulière de voir le sport ? Est-ce qu'il faut une grille de lecture particulière du monde sportif ? Oui, en effet. Oui, en effet. Oui, en effet, il faut avoir une vision particulière parce que il faut avoir surtout un objectif. C'est surtout ça qui est important. Parce que avant tout, quand on travaille dans les relations internationales par le sport, c'est justement d'apporter notre pierre à l'édifice pour pouvoir faire grandir en fait cette communauté dans laquelle pardon, nous sommes. Nous sommes donc il faut avoir une volonté justement de pouvoir aller vers l'autre, de pouvoir être ouvert, de s'intéresser justement à la culture de l'autre. C'est ce qui peut justement vous permettre de pouvoir travailler dans de bonnes conditions dans les relations internationales. Et puis, il faut forcément être passionné par le sport. Voilà. Et en tout cas, s'il y a une compétence qui est commune à la fois au métier de sportif de haut niveau et de dirigeant, c'est la compétence de leadership. Justement, vous, en tant qu'ancien athlète de haut niveau, comment vous avez pu acquérir, développer cette compétence si vous n'avez pas été forcément préparé ou formé à occuper des postes, des fonctions de leadership ? Oui, en effet, c'est bon. D'abord, je pense que ce sont des choses qui s'apprennent par la pratique sportive. Voilà, parce que le sport aussi permet de se surpasser. Donc, ce sont des choses que moi j'ai appris en tant que sportif de haut niveau. Après, j'ai eu des opportunités, comme je le disais tantôt. J'ai travaillé à la fédération ivoirienne. J'ai aussi été président. Et après, je pense que la clé justement qui permet justement d'avoir ce leadership est de se faire entourer et de pouvoir être ouvert encore une fois et d'apprendre. Et moi, je me suis toujours dit, pour être un bon dirigeant, il faudrait justement s'entourer des personnes qui ont les qualités qu'on n'a pas forcément. Et généralement, comme on le voit dans mon bureau exécutif, que ce soit au sein de la francophonie ou au sein de la confédération, la moyenne d'âge est au-delà de 50 ans. Voilà, donc parce que il faudrait, pour être un bon dirigeant, il faudrait avoir la fougue de la jeunesse, mais il faudrait aussi avoir de l'expérience, il faudrait être pessimiste, il faudrait être optimiste parce que les choses sont ce qu'elles sont. Et je pense que c'est la complémentarité justement des forces, des compétences qui font en sorte que on est d'abord un bon leader et on développe en fait les structures pour lesquelles on travaille. Donc je pense que un bon leader, c'est celui qui sait se faire entourer. Voilà pour moi. Et donc ça, c'est un peu votre définition du bon leader, finalement.
Tout à fait. Et justement, comment vous avez, au fil de vos expériences professionnelles, pu renforcer votre capacité de leadership? Comment un peu on peut capitaliser sur des expériences professionnelles très diverses pour renforcer une compétence, et ici, plus précisément, la compétence de leadership? Alors, c'est au fil des opportunités, au fil des défis. Des défis parce que, avant tout, mon intérêt aujourd'hui est de défendre la francophonie sportive et de permettre à ce qu'il y ait le maximum de francophones dans les instances internationales. Donc, pour cela, même si nous sommes dans le sport, il faudrait faire de la politique. Voilà, il faudrait avoir justement les compétences nécessaires pour convaincre. Même pour convaincre, il faudrait mener des actions concrètes sur lesquelles on pourrait s'appuyer pour pouvoir convaincre des personnes qui vont soutenir en fait les propositions qu'on fait. Donc ce n'est pas forcément évident, ce n'est pas évident. Donc on se bat et forcément ça forge. Mais aujourd'hui, je suis quand même satisfait de ce on a pu faire. Parce qu'il y a une chose majeure quand même qu'on a pu faire, c'est d'abord de se rassembler. Et moi, je pense que la force d'un collectif peut permettre à ce qu'on aille beaucoup plus loin. Et c'est ce que nous essayons de faire. Et maintenant, une question un peu plus personnelle, on va dire, plus votre ressenti. D'après vous, quels sont les aspects plus enrichissants et les autres aspects plus difficiles, plus complexes, dans les fonctions que vous exercez actuellement ou que vous avez exercées, dans le fait de travailler dans la francophonie sportive ou même d'une façon plus générale dans les relations internationales par le sport? Alors, le plus difficile, après, je suis dirigeant dans le milieu associatif, hein, donc le milieu associatif, il faudrait bien sûr des personnes opérationnelles, des salariés, mais il faudrait surtout aussi des bénévoles. Et donc, aujourd'hui, le constat qu'on fait est que le bénévolat n'est pas valorisé, n'est pas suffisamment valorisé. Donc, on a du mal justement à pouvoir rassembler des forces francophones qui pourraient justement apporter leur pierre à l'édifice pour nous permettre de nous développer davantage et de mener des actions et d'être au service en fait de la population francophone. Donc je pense que c'est le défi majeur, voilà, de pouvoir justement permettre à ce qu'on ait le maximum de francophones qui puissent justement nous aider à avancer dans cette belle cause. Parce que quand nous regardons un peu, comme vous l'avez dit, hein, la géopolitique aujourd'hui, c'est vrai que les pays francophones sont très déchirés entre eux-mêmes. Et donc, le sport est justement un moyen de pouvoir, même si le sport ne pourra pas rassembler les politiques, voilà, ceux qui sont vraiment au plus haut niveau, mais ça pourra, je pense, rassembler les populations. Voilà. Alors nous arrivons à la fin de ce podcast dédié à la francophonie sportive. Ali Kanaté, merci pour votre partage d'expertise sur ce sujet, pour votre retour d'expérience aussi sur votre parcours professionnel. Et je vais vous laisser le mot de la fin pour conclure ce podcast. Un dernier conseil peut-être pour celles et ceux qui souhaiteraient devenir des acteurs de la francophonie sportive. Alors, je dirais que c'est une cause qui est vraiment très intéressante. Voilà, parce que nous avons quand même entre les pays, les populations, une langue commune. Mais ça se limite pas qu'à la langue, parce qu'il y a aussi des valeurs que nous partageons. Donc, faudrait pas que justement ces personnes-là hésitent à pouvoir s'impliquer pour cette cause, et surtout qu'il y a de l'espace en fait pour tout le monde. Donc, bien évidemment, nous restons ouverts aux personnes qui souhaitent justement apporter les pieds à l'édifice pour pouvoir développer le sport dans l'espace francophone et promouvoir la langue française. Et enfin, peut-être un dernier mot pour encourager toutes celles et ceux qui sont intéressés par les industries sportives à rejoindre et à aller travailler dans ces industries. Oui, moi je pense que ceux qui souhaitent, c'est un bon choix parce que le sport est un marché hein, important, comme j'ai dit, hein, le sport représente 2% du PIB mondial et ça va encore continuer. Et aujourd'hui, nous avons des nouveaux métiers du sport. Le sport aujourd'hui a besoin de toutes sortes de métiers. Et moi, je pense que oui, en effet, j'encourage
ces jeunes ou moins jeunes qui veulent justement travailler dans le sport, le seul conseil que je peux donner, c'est d'abord de se former. Il est important de se former parce que c'est pas parce que nous avons été pratiquants que nous pourrons travailler dans le sport. Donc, il est important de se former, mais aujourd'hui, il y a une multitude de formations qui est mise en place pour justement permettre à ces personnes d'avoir les connaissances nécessaires pour travailler dans le monde du sport. Ali Kanate, encore merci pour votre participation à ce podcast et pour votre retour d'expérience, très enrichissant et j'espère aussi très éclairant pour nos auditeurs. À très bientôt, au revoir.